Vivre de petites conversations. Imaginez une personne qui s'accroche au sujet de la météo pendant une demi-heure comme si la pluie annonçait déterminer le sort de l'humanité. Cela peut sembler banal, presque inoffensif, mais c'est précisément ce genre de bavardage qui révèle plus qu'on ne le pense. On appelle ça le small talk, cette petite monnaie sociale censée faire tourner la machine des relations comme un lubrifiant qui empêche les silences de grincer, mais qui peut vite devenir étouffant. Pour beaucoup, parler du temps, du dernier match de foot ou du week-end sert à respecter les convenances. Mais là où certains se contentent de ces formules, d'autres y construisent toute leur vie sociale. Imaginez au bureau, des collègues se croisent tous les matins, répètent inlassablement le même rituel. Alors, il pleut encore, ou terrible ce lundi, hein ? Et jamais cela ne dépasse cette surface. À la longue, cela sonne comme une boucle infinie de copier-coller verbal. Les études montrent que ce refuge constant dans les banalités n'est pas neutre. Les personnes qui s'accrochent uniquement au bavardage semblent souvent éviter les conversations là où il faut réfléchir, analyser ou partager des idées personnelles. En clair, s'enfermer dans ce type d'échange est souvent associé à un esprit moins vif. À l'opposé, ceux qui disposent d'un esprit curieux et vif investissent leur temps d'interaction dans des discussions plus engageantes. Débats sur un projet, récits d'expériences, exploration d'hypothèses, ces échanges ne sont pas forcément philosophiques, mais ils activent l'intellect. Là où les banalités l'endorment. Confiance sans contenu. Vous connaissez sûrement celui qui prend la parole avec une assurance incroyable, puis au bout de quelques phrases, vous réalisez qu'il ne dit absolument rien. Ses mots sonnent bien, son ton est ferme, mais le contenu est aussi mince qu'une publicité vide. Ce n'est pas un hasard. Ce comportement correspond parfaitement à ce que des chercheurs appellent l'effet Dunning-Kruger. Quand on ne maîtrise pas un sujet, on se pense souvent bien meilleur qu'on ne l'est en réalité, et cette illusion se transforme en confiance bruyante. Au quotidien, cette confiance sans contenu sert de masque. Elle camoufle les failles cognitives, elle cache l'absence de réflexion réelle. Le collègue qui reprend tout le monde en réunion en est un bon exemple. Il corrige, il interrompt, il impose, mais il a systématiquement tort. Il parle comme si son avis valait de l'or, et finit par exposer encore plus son manque de compétences. On ne se souvient pas de ses idées, mais on se rappelle de son ton autoritaire et de son erreur répétée. Ce qui se passe derrière, c'est une absence de recul métacognitif. Ceux qui en savent peu n'ont pas assez de matière pour reconnaître leurs propres limites. Du coup, ils surcompensent par une assurance excessive. A l'inverse, les personnes dotées d'une intelligence plus élevée doutent d'elles-mêmes, reformulent leurs idées, acceptent facilement la critique. Leur modestie n'est pas de la faiblesse, c'est un indicateur que leur réflexion porte plus loin que la surface. Quand le show remplace la substance, ce n'est presque jamais une preuve de brillance, et dans la plupart des cas, quand ce type continue de parler, il ne se rend même pas compte qu'autour de lui, personne n'écoute vraiment. Fuir le temps seul. Certaines personnes paniquent à l'idée de rester seules, sans musique, sans vidéo, sans rien. Comme si le silence lui-même risquait de les engloutir. Pourtant, être seul quelques heures, c'est offrir une respiration à son esprit. Le temps de mettre de l'ordre dans ses idées, de repasser ses souvenirs, d'imaginer ce qui pourrait venir. C'est un espace nécessaire, où les pensées se connectent, où des associations nouvelles apparaissent, presque malgré nous. Mais beaucoup esquivent cette rencontre avec eux-mêmes, comme s'il s'agissait d'un piège. Vous connaissez sûrement ce type de personne. Toujours le téléphone en main, toujours un plan de soirée prêt, incapable de rester assis sur un canapé sans immédiatement chercher une distraction. Certains s'invitent partout, pas pour profiter réellement des autres, mais pour ne pas se retrouver face à leurs propres pensées. Ce n'est pas qu'ils aiment tant le bruit, mais plutôt qu'ils craignent le vide. C'est comme si réfléchir devenait une menace qu'il fallait repousser en saturant l'environnement de bruit et de mouvement. Les psychologues observent que cette incapacité à tolérer la solitude traduit souvent un manque de flexibilité mentale. Un cerveau qui refuse le silence, c'est un cerveau qui peine à affronter ses émotions, à analyser ses expériences ou à créer des pistes nouvelles. À l'inverse, les esprits les plus vifs utilisent ces moments comme un atelier privé. Écrire, improviser des solutions, repenser leurs projets. Ce temps seul agit comme un entraînement invisible qui renforce la créativité et la clarté. Éviter la solitude revient donc à esquiver ses propres pensées. Ce n'est pas un signe de robustesse intellectuelle, mais une fuite devant soi-même. Écoute paresseuse. Vous êtes en réunion, 3 minutes après, leur cerveau est déjà parti ailleurs. Ils hochent la tête, l'air d'être attentifs, mais en réalité, ils scrollent les notifications dans leur tête, comme si TikTok passait en boucle derrière leurs yeux. Et quand on leur demande leur avis, silence gêné, ou réponse hors sujet. Ils étaient présents physiquement, mais mentalement totalement absents. Beaucoup d'entre nous écoutent en mode multitâche, persuadés de pouvoir retenir une information en lisant un mail ou en consultant une messagerie en même temps. Le problème, c'est que ce type d'écoute ne capte que des fragments de phrases, comme ramasser les miettes d'un gâteau sans jamais toucher au morceau entier. Résultat, les détails disparaissent, les nuances s'évaporent et la crédibilité part avec. Les psychologues distinguent deux types d'écoute. L'écoute superficielle, qu'on appelle parfois extractive,
où l'on attrape juste ce qu'il faut pour donner l'illusion d'attention, et l'écoute profonde, beaucoup plus exigeante, où l'on s'ancre vraiment dans le discours de l'autre. Or, l'intelligence ne se nourrit pas de miettes rapides, mais de cette présence totale qui permet de relier, comparer et comprendre. Entraîner son cerveau à mal écouter, c'est s'entraîner à mal comprendre le monde qui nous entoure. Suivre les tendances comme un culte. Même coupe de cheveux, même chaussures, même avis, on dirait un copier-coller social géant. C'est frappant de voir comment certaines personnes adaptent chaque détail de leur vie pour coller au moule du moment. Le conformisme, ça rassure. On appartient au groupe, on évite le regard bizarre des autres, et on n'a surtout pas besoin de réfléchir à ce qu'on aime vraiment. Mais ce confort apparent se paye cher. C'est la pensée critique qui disparaît la première. Les expériences de chercheurs comme Solomon Asch ont montré combien la pression d'un groupe peut broyer le jugement individuel. Vous pouvez voir quelque chose d'évident, comme une ligne bien plus longue que les autres. Mais si tout le monde autour dit le contraire, une majorité finira par douter de ses propres yeux. La logique centrale, c'est que l'avis collectif prime sur la réalité observée. Et c'est exactement ce qui arrive quand on suit des tendances parce que tout le monde le fait. Prenons un exemple banal. L'achat d'un objet uniquement parce que vos collègues ou amis l'ont déjà. On ne l'achète pas pour l'usage, pas parce que ça résout un problème, mais juste pour ne pas être le seul sans. Ce geste efface votre singularité, et ce n'est pas anodin. Ceux qui se contentent de suivre finissent par ne plus questionner ce qui vaut la peine d'être suivi ou non. Les personnes plus intelligentes tracent un chemin différent. Elles ne rejettent pas forcément une tendance par principe, mais elles savent distinguer ce qui est utile de ce qui n'est qu'un effet de masse. Suivre aveuglément la mode finit par supprimer la personnalité et la réflexion. Les esprits faibles s'alignent à la foule, tandis que les esprits vifs préfèrent inventer la route. Esprit rigide. Discuter avec eux, c'est comme parler à un mur. Sauf que le mur, au moins, ne vous coupe pas la parole. Quand une personne est enfermée dans la pensée rigide, peu importe l'argument ou la nuance, rien ne passe. C'est comme si leur cerveau avait mis un cadenas sur l'idée qu'ils défendent et qu'ils avaient jeté la clé bien loin. La rigidité cognitive agit comme un frein invisible. Elle empêche d'intégrer de nouvelles perspectives. Elle bloque l'évolution des opinions et pire encore, elle ferme la porte à la créativité. Prenons un exemple banal, un débat politique. Vous avancez un chiffre ou un fait concret, mais en face, l'autre refuse catégoriquement. Non pas parce qu'il possède des contre-preuves, mais parce que l'idée même de changer de point de vue lui est insupportable. La discussion tourne en rond et vous repartez avec l'impression d'avoir dialogué avec un disque rayé. Les recherches montrent pourtant que les personnes capables de résoudre efficacement des problèmes ont un point commun, l'ouverture mentale. C'est cette flexibilité qui permet d'envisager plusieurs hypothèses à la fois, de tester une piste, puis de l'abandonner si elle échoue. Autrement dit, l'intelligence ne s'attache pas par orgueil à une idée, elle se sert des idées comme d'outils temporairement utiles. Les esprits les plus vifs adoptent presque naturellement ce mouvement. Ils ajustent leur opinion, reformulent, réévaluent, ils considèrent le changement non comme une menace, mais comme un signe de progrès. A l'inverse, refuser d'évoluer revient à refuser de grandir intellectuellement. Toujours choisir le plaisir immédiat. Ils choisissent toujours le dessert, le nouveau gadget ou la console dernier cri au lieu d'attendre. La logique est simple, je le veux maintenant, je le prends maintenant. Le cerveau émotionnel adore cette gratification immédiate. Il reçoit une petite dose de plaisir, comme une récompense express, mais qui disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. C'est la solution rapide qui rassure, sans jamais construire quelque chose de durable. Le souci, c'est que l'intelligence fonctionne à l'inverse. Pour atteindre des buts sérieux, il faut savoir échanger une récompense instantanée contre une plus grande, plus tard. Prenez par exemple la personne qui s'endette avec sa carte de crédit uniquement pour obtenir le nouveau smartphone. Elle se sent bien quelques jours, fière de son achat, mais la facture qui suit raconte une toute autre histoire. Le moment de plaisir devient une chaîne qui pèse plus lourd que l'objet lui-même. Dans le cerveau, ces comportements s'expliquent assez bien. Les zones rationnelles, responsables du contrôle et de la planification, s'activent quand on résiste à cette impulsion. Plus vous retardez une récompense, plus vous entraînez ces circuits à devenir solides. C'est presque comme renforcer un muscle. Les personnes les plus brillantes savent utiliser ce mécanisme. Elles respectent leur objectif de long terme, même si cela signifie dire non à une satisfaction immédiate. Épargner aujourd'hui, par exemple, c'est acheter de la liberté demain. Travailler maintenant, c'est récolter plus tard. Vivre pour le plaisir immédiat, en revanche, c'est littéralement jouer contre son propre avenir. C'est échanger une petite victoire présente contre une grande défaite future. Obéir aveuglément. Quand l'autorité parle, certains cessent immédiatement de penser, comme si la simple voix d'un supérieur suffisait à mettre leur cerveau en veille. On l'a vu de façon troublante dans une expérience célèbre menée par le psychologue Stanley Milgram. Des volontaires pensaient participer à une étude sur la mémoire et on leur demandait d'envoyer des décharges électriques à une autre personne chaque fois qu'elle se trompait. Bien sûr,
Les décharges étaient fictives, mais les participants l'ignoraient. Et malgré les cris de douleur simulés, la majorité a continué à obéir aux instructions de l'expérimentateur, uniquement parce qu'il représentait une autorité. Ce test a révélé à quel point l'être humain peut se plier sans réfléchir, uniquement pour éviter le malaise de dire non. Le problème, c'est que suivre des instructions sans les analyser peut mener très loin. Dans un contexte professionnel, imaginez un employé chargé de manipuler une machine. Le manuel dit d'appuyer sur telle commande, mais dans la réalité une alarme retentit. Plutôt que de se méfier ou d'arrêter, il continue mécaniquement parce que c'est marqué dans le protocole. Résultat, danger pour lui, pour l'équipe et parfois pour l'entreprise entière. On croit faire preuve de loyauté, mais on démontre une absence totale d'esprit critique. Un esprit intelligent n'apprend pas les règles pour s'y soumettre aveuglément. Il les comprend pour mieux les utiliser. Celui qui réfléchit demande pourquoi, vérifie le contexte, reformule pour s'assurer que l'objectif est clair. Ce n'est pas de l'insubordination, c'est justement un signe de fiabilité, car comprendre avant d'agir, c'est anticiper les conséquences au lieu de simplement exécuter. Ainsi, l'obéissance mécanique révèle surtout une faiblesse, l'incapacité à mobiliser son jugement face aux ordres. Négligez le sommeil. Vous avez sûrement déjà croisé cette personne qui se vante de tenir avec 4 heures de sommeil comme si c'était une médaille. Elle raconte fièrement qu'elle n'a pas besoin de plus, qu'elle est productive non-stop. En réalité, elle est souvent fatiguée, irritable, moins lucide qu'elle ne le croit, et sa mémoire fonctionne au ralenti. Dormir peut sembler une perte de temps dans un monde qui glorifie l'efficacité, mais le cerveau considère le sommeil comme un investissement incontournable. Chaque nuit, certaines zones du cerveau s'activent pour trier les souvenirs, éliminer les informations inutiles et renforcer celles qui comptent vraiment. Quand ce processus manque ou se réduit trop, l'esprit perd en clarté. Ce n'est pas seulement accumuler de la fatigue, c'est fonctionner de plus en plus en mode brouillard. Les grandes études épidémiologiques le confirment. Trop peu ou trop de sommeil affaiblit la mémoire, ralentit la concentration et dégrade la régulation émotionnelle. Les chercheurs estiment qu'en moyenne, autour de 7 heures continues représente la plage idéale pour soutenir les fonctions exécutives et maintenir une stabilité mentale. Les personnes réellement intelligentes ont tendance à traiter leur sommeil comme un capital mental. Elles protègent leur rythme, réduisent leur interruption nocturne et savent que leurs meilleures idées naissent souvent après une nuit réparatrice. A l'inverse, négliger le repos de façon chronique revient à grignoter ses connexions cérébrales jour après jour. C'est se priver volontairement de la clarté dont dépend toute décision solide. Rejeter les nouvelles idées. Nouveaux projets, nouveaux concepts, certains n'attendent même pas l'explication. Leur premier réflexe, lever les yeux au ciel, sourire en coin et lâcher un « c'est absurde » comme verdict final. C'est une posture défensive, mais aussi confortable. La nouveauté dérange car elle ouvre la porte à l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Du coup, rejeter d'emblée tout ce qui sort de l'ordinaire devient une stratégie pour rester dans un territoire familier, même si ce territoire est monotone et dépassé. On retrouve ce comportement partout. Rejeter la nouveauté par peur d'échouer, c'est en réalité assurer un échec plus grand encore. L'obsolescence. L'intelligence fonctionne à l'opposé. Elle voit une nouvelle hypothèse comme une occasion d'apprentissage. Tester une idée, même si elle finit par s'écrouler, permet de récolter des données, de mieux comprendre, d'affiner la stratégie. Les esprits vifs ne s'attachent pas aveuglément à leurs repères. Ils les utilisent comme base flexible. Ils savent que prudence ne veut pas dire fermeture. Pourtant, ceux qui confondent les deux finissent par se bloquer eux-mêmes. Rejeter les nouvelles idées n'est pas un acte de prudence, c'est une paralysie déguisée en sagesse. Cela enferme dans une copie médiocre du passé, sans évolution possible.